On a fini avec les cestodes, maintenant on passe aux trématodes. Les trématodes, on en a deux. On a les schistosomes et on a la bilharziose et on a les douves qui nous causent les dystomatoses. On a un petit rappel ici concernant les trématodes. On nous dit que c'est des platélminthes. Ils ont un corps foliacé et non segmenté. Ils présentent un tube digestif incomplet. On a vu ça avec le rappel. Alors, les dystomatoses sont des zoonoses qui sont provoquées par des douves, qui sont les dystomes. Quand on dit zoonose, ça veut dire que cette parasitose touche principalement l'animal. Mais là, entre parenthèses, qu'il y a une anthropozoonose. Oui, en général, c'est une anthropozoonose parce que ça peut toucher l'homme comme elle peut toucher l'animal. Les douves sont des trématodes hermaphrodites et thématophages. Hermaphrodite, ça veut dire qu'ils ont les deux sexes le même ver. Et hématophage, c'est-à-dire ils se nourrissent par le sang. Classification selon leur localisation. On a la douve hépatobiliaire, on a les troches de l'intestin, on a les troches les poumons, les pulmonaires. Donc, l'hépatobiliaire, on en a trois. On a la grande douve et on a les opistorchidées qui sont moyennes et on a la petite douve. La grande douve, c'est la plus importante qui est retrouvée en Algérie, qui a une fasciola hepatica et fasciola gigantica. Ensuite, les opistorchidées, on a Opistorchis felinus, c'est-à-dire les félidés, c'est-à-dire le chat, et on a Clonorchis senensis, c'est-à-dire le chien. Et la petite douve, qu'on appelle Dicrocelium dendriticum. Ensuite, l'intestinal, qui a une 3. Faciolepsis busci, Metagonimus yokogawai et Heterophies heterophies. La pulmonaire, qui a une 3 aussi, qui a une Paragonimus kelekoti, Paragonimus africanus et Paragonimus westermann. Alors, on commence. La fasciolose. Définition, c'est quoi la fasciolose? La fasciolose, c'est une dystomatose hépatobiliaire qui est provoquée par un trématode du genre Fasciola, c'est-à-dire Fasciola hepatica ou la Fasciola gigantica et Delona la fasciolose. Ils sont responsables de la fasciolose, c'est-à-dire un être humain peut faire Fasciola hepatica ou la Fasciola gigantica, elle va lui causer une fasciolose qui est une dystomatose. Ok. Qui infecte les herbivores, ovins ou là les bovins aussi, parce que c'est une anthropozoonose. Donc elle peut toucher l'homme et elle peut toucher un animal comme les ovins et les bovins. Voilà. Et accidentellement l'homme. Donc l'homme il est infecté accidentellement. On voit ici la morphologie de la fasciola hepatica. Donc pour la forme adulte, elle est de 3 cm. Elle a ici, on voit l'intestin, les ovaires et les testicules, ils sont présents le même ver parce qu'elle est hermaphrodite. Elle a une ventouse buccale et une ventouse ventrale. Pour la forme de son œuf, elle mesure de 120 micromètres de long et 60 micromètres de large. Elle a un opercule et elle est de couleur brun jaunâtre et elle est ovoïde et allongée. Elle est non embryonnée à la pente. Quand on dit non embryonnée à la pente, c'est-à-dire que les œufs, quand ils sont pondus, directement, ils ne sont pas embryonnés. C'est-à-dire qu'ils ont des conditions favorables pour que l'embryon il va être formé. Voilà. Donc, il n'y aura pas autant d'infestation. Pour le cycle, on dit que c'est un cycle saisonnier. L'hôte définitif, ce sera un ovin ou un bovin. Et accidentellement, l'homme. On a le premier hôte intermédiaire et deuxième hôte intermédiaire. Voilà. À maturité, les fasciolas adultes, qui sont localisés flécanobiliaires de l'hôte définitif, c'est-à-dire les ovins ou les bovins, ils subissent une autofécondation puisqu'ils sont hermaphrodites et vont pondre de nombreux œufs. Voilà. Ensuite, avec les œufs, ils sont véhiculés par la bile, puis éliminés dans les selles. Donc, les juzomes à la bile, ils vont être éliminés les selles, avec les œufs. Ensuite, les œufs, ils vont s'embryonner en 3 semaines, voire plus, dans le milieu extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas embryonnés à la pente. Les ont des conditions favorables, les ont 3 semaines, voire plus, pour être embryonnés. Voilà.
dans des conditions favorables, c'est-à-dire l'eau douce, voilà c'est en rouge, l'eau douce, les œufs ils vont écloser et ils vont libérer un embryon cilié qu'on appelle le myracidium. Avec le myracidium, il va nager jusqu'au premier hôte intermédiaire qui est un mollusque gastéropode aquatique. Le mollusque gastéropode aquatique, c'est un genre d'escargot. Vous pouvez le voir sur Google. Qu'on appelle l'Hymnea trincatula. Elle a une ouverture d'ext, c'est-à-dire que l'ouverture elle est de côté droit. Voilà, le premier hôte intermédiaire, l'hydrol fait l'embryon cilié, le myracidium. Du coup, le myracidium, il va rentrer le mollusque gastéropode aquatique qui est la Limnea trincatula, il y en a une ouverture dextre. Ensuite, chez la limnée, le myracidium, il va perdre ses cils. Les cils, ils jouent juste pour nager, pour bouger, voilà. Le myracidium, il va perdre ses cils. Ensuite, derrière la limnée, il va se multiplier selon un phénomène de polyembryonie au stade larvaire suivant. Voilà. Donc, icône myracidium cilié, il va perdre ses cils. Ensuite, sera un phénomène de polyembryonie. Il y a un sporocyste, première, deuxième génération. Ensuite, il y a rédis de première génération, rédiphies de deuxième génération. Ensuite, il y a une cercaire. Qui est les cercaires? Les cercaires, sixièmement, voilà, les cercaires, ils sont dotés de queue. Voilà. Dotés de queue, ils vont quitter la limnée pour se fixer sur le deuxième hôte intermédiaire. Donc, quand il va devenir cercaire, doté d'une queue, il va quitter cet escargot qui est la limnée et le deuxième hôte intermédiaire. Deuxième hôte intermédiaire, c'est un végétal aquatique qui est le cresson. Et alors, le cresson, il va perdre sa queue, ils vont perdre leur queue et s'enquister. Donc, ou des cercaires dotés de queue, ils vont quitter l'escargot ou à la limnée. Et alors le deuxième hôte intermédiaire qui est le végétal aquatique, le cresson, ils vont perdre leur queue parce que la queue et les cils et tout, c'est un moyen de mobilisation. Bouger ou c'est tout. Donc ils vont perdre la queue et ils vont s'enquister ou le cresson. Qui ils vont s'enquister يوليو اسمهم des métacercaires enquistés اللي هي la forme infestante. هذا le cresson c'est un genre de salade, c'est le cresson sauvage كاين اللي ياكلوه. Donc imaginez ça ou fait هذا le kyste اللي فيه la métacercaire enquistée, ils vont le manger, on va تدخلهم داخل leur organisme. Donc, septièmement, l'eau définitive se contamine par ingestion de métacercaires enquistés, soit par ingestion de ce végétal infesté, ou bien par ingestion d'eau contaminée par les débris végétaux infestés. Donc, l'essentiel que la métacercaire enquistée, elle rentre dans l'organisme, soit dans le cresson ou la philo. Huitièmement, les métacercaires ingérés, ils vont subir dans le tube digestif un désenquistement. Le kyste, ils vont sortir et ils sont libérés. Donc les petites douves mobiles, ils vont être libérés, qu'on appelle d'ovules. Ils vont franchir la paroi intestinale et migrent vers le foie pour s'installer dans les canaux biliaires. Voilà, c'est simple. Donc les métacercaires, ils sortent le kyste. C'est des ovules qui sont mobiles, ils vont sortir, franchir la paroi intestinale, ils vont migrer et le foie pour s'installer dans les canaux biliaires parce que la fasciola hépatica traite directement le foie et les canaux biliaires. Ensuite, là, les ovules, ils vont devenir adultes au bout de 3 mois après infestation. Donc, au bout de 3 mois, ils vont grandir pour devenir adultes. On a ici une note du prof. Le cycle, il dure environ 6 mois. On a 3 mois du cycle exogène. C'est le temps du myracidium, les sporocystes, rédis de première génération, deuxième génération, les cercaires. Ensuite, alors, le deuxième hôte intermédiaire et tout, il va s'enquister. Il y a 3 mois. Et on a 3 mois du cycle endogène, c'est-à-dire donc les kystes vont se désenquister, la d'ovule elle va migrer le foie tous les adultes.
L'eau douce, elle est importante pour l'éclosion des œufs car son hypotonicité, elle permet l'ouverture de l'opercule. Ok, donc لازم لنا l'eau douce pour que l'opercule s'ouvre pour que يخرجوا les embryons. L'éclosion se déroule généralement en printemps et les cercaires vont quitter le mollusque en début d'automne. Donc 3 mois dès qu'il y a. Les douves adultes ont une longue longévité. Ils peuvent vivre de 13 à 15 ans. Alors, pour la répartition géographique, on va dire que ces distomatoses sont cosmopolites, surtout en zone d'élevage, parce que ça concerne aussi les ovins et les bovins surtout. L'homme n'est contaminé qu'accidentellement. Alors, cliniquement, on a la phase d'invasion et la phase d'état. La phase d'invasion, elle va durer de la première à la 4e semaine après la contamination. On aura une hépatite toxi-infectieuse, une hyperiosinophilie. Toujours les helminthoses, on aura une hyperiosinophilie. On a des phénomènes allergiques, par exemple un urticaire, et on a des troubles digestifs. Alors, l'hépatite toxi-infectieuse, on aura une fièvre, douleur de l'hypocondre droit, hépatomégalie douloureuse, c'est important, ça fait mal, et parfois ictère. Donc, fièvre, douleur de l'hypocondre droit, hépatomégalie douloureuse et parfois ictère. C'est-à-dire la phase d'invasion. Ensuite, la phase d'état, c'est-à-dire après la 4e semaine de la contamination. Donc, on aura une angiocolite qui sera en poussée, c'est-à-dire en crise, on a douleur, fièvre et ictère. On a une altération de l'état général et une diminution du taux des eosinophiles qui va se stabiliser. Donc, l'hyperiosinophilie aura juste la phase d'invasion. La phase d'état, elle va se stabiliser. Alors, les complications sont possibles. On peut avoir une péritonite, hématome sous-capsulaire et une cirrhose. C'est-à-dire en cas grave. Alors, le diagnostic, la phase d'invasion, diagnostic biologique, automatiquement, on va trouver une hyperiosinophilie à 80% qui va suivre la courbe de Lavier. Donc, la courbe de Lavier, la phase d'invasion. Donc, le diagnostic sérologique, par immunoélectrophorèse, on va trouver l'ARC2 qui est typique de la fasciolose, une hémagglutination passive. Donc, la phase d'invasion, hyperiosinophilie, 80%, on a dit la courbe de Lavier. Et le diagnostic sérologique, on va trouver l'ARC2 qui est typique de la fasciolose avec hémagglutination passive. Pour la phase d'état, on va faire l'examen parasitologique des selles. On va faire l'examen direct pour rechercher les œufs, mais c'est pas vraiment fiable, c'est faux en 30 à 40% des cas. On va faire aussi des techniques de concertation. On a la technique de Janexo-Urbanier et la technique de Cato. Et la sérologie, ça sera toujours positif. Là, on a la courbe de Lavier. La courbe de Lavier, on a la phase d'invasion. Pour le traitement, on a triclabendazole et surtout le praziquantel. On a bitionol, dihydroéméthine si le diagnostic il est précoce. Antobex et il faut faire la désobstruction des voies biliaires parce que ça va les boucher. Pour la prophylaxie, il faut surveiller les cressonniers, il faut faire le dépistage et le traitement des troupeaux infestés quand c'est une zoonose. Il faut éviter de manger les cressons sauvages. Il faut avoir toujours une bonne hygiène, c'est normal, il faut se laver les mains et tout pour éviter le contact avec les animaux camels. Assèchement des prairies inondées et on doit faire un molluscicide par exemple pour tuer les mollusques. Je m'écoche le premier hôte intermédiaire. On a ici un tableau récapitulatif. Premièrement, on a la fasciola hepatica qu'on a bien étudié. Le premier hôte intermédiaire, c'est un mollusque d'eau douce du genre Limnea. Le deuxième, c'est un cresson sauvage. Ça va directement attaquer le foie et les voies biliaires, donc ça va nous faire une distomatose hépatobiliaire. Ensuite, le deuxième, c'est le Clonorchis senensis. Le Clonorchis senensis, c'est pas une grande douve, ça appartient aux Opistorchidés, donc elle est moyenne. Alors, le premier hôte intermédiaire, c'est un mollusque d'eau douce, mais pas Limnea. C'est un autre genre, c'est le genre Bitenia. Le deuxième hôte intermédiaire, c'est un poisson de la famille des Cyprinidés, alors que Fasciola hepatica, le deuxième, c'était un cresson sauvage. Ok, ça va nous faire une distomatose hépatobiliaire. Ensuite, on a Opistorchis felinus.
Le premier hôte intermédiaire, c'est un mollusque d'eau douce du genre Bythenia. Le deuxième, c'est un poisson de la famille des cyprinidés. Clonorchis sinensis et Opistorchis felinus, ils ont les mêmes hôtes intermédiaires. Et Kifkifideluna des dystomatoses hépatobiliaires. Pour Decrocilium dendriticum, c'est un mollusque terrestre du genre Zerbina. C'est la seule dystomatose qui a un mollusque terrestre. Le l'eau douce. Donc il faut le retenir. Donc Decrocilium dendriticum, son premier hôte intermédiaire, c'est un mollusque terrestre du genre Zerbina. Son deuxième hôte intermédiaire, c'est la fourmi. Kif, ça va nous faire une dystomatose hépatobiliaire. Ensuite, on a Phaseolepsis busci. Quand ça part de Phaseolepsis busci, c'est-à-dire que c'est une dystomatose intestinale. Le premier hôte intermédiaire, c'est un mollusque du genre Planopre. Le deuxième hôte intermédiaire, c'est la châtaigne d'eau douce. C'est la Trapanatans. Et ça va nous faire une dystomatose intestinale. Et dernièrement, on a la douve du genre Paragonimus qui va nous causer la dystomatose pulmonaire. Son premier hôte intermédiaire, c'est un mollusque d'eau douce tannée du genre Mélania. Le deuxième hôte intermédiaire, c'est un crustacé d'eau douce. On a les crabes et les crevettes et les écrevisses. Donc, les premiers hôtes intermédiaires, c'est des mollusques. Sauf Hada Dicrocelium dendriticum, un mollusque terrestre, sinon les autres, à l'eau. Et ensuite, pour le deuxième hôte intermédiaire, pour la Phaseola hepatica, c'était le cresson sauvage. Clonorchis sinensis, poisson de la famille Cyprinidés, même pour l'Opistorchis. Pour Dicrocilium dendriticum, c'était la fourmi, voilà. Phaseolepsis busci, c'est la châtaigne d'eau douce Trapanatans. Et du genre Paragonimus, la pulmonaire, c'est les crustacés d'eau douce, les crabes et les crevettes, etc.